La deuxième structure compacte est la structure hexagonale compacte. La maille cette fois-ci n'est pas cubique, mais on va dire que c'est une maille hexagonale, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'un hexagone. On retrouve la surface hexagonale ici au niveau 1, la surface hexagonale à mi-hauteur et la surface hexagonale au niveau 0. En revanche, ce que l'on remarque également, c'est que l'hexagone étant un hexagone régulier, il est constitué de 6 triangles équilatéraux. On retrouve ces 6 triangles ici, on retrouve ces 6 triangles ici et ici. En revanche, lorsqu'il s'agit de placer des atomes, eh bien on va placer des atomes à chacun des sommets des deux mailles, des deux faces hexagonales, celle du bas et celle du haut. On a 6 sommets dans un hexagone, donc 6 atomes au sommet de chacun, ce qui nous fait un total de 12 atomes. On a ensuite les centres des faces, face du haut et face du bas, qui portent également un atome. Et puis, pour terminer, on a 3 atomes à mi-hauteur, et ce que l'on retient, on a vu qu'il y avait 6 triangles équilatéraux ici, eh bien on a un atome au centre de un triangle équilatéral sur 2. Ainsi, on a 6 triangles équilatéraux, cela nous fait 3 atomes. En réalité, il faut bien repérer que lorsqu'on dit ceci, on a cet atome qui est en fait en contact avec ces trois-là. Ces trois forment un triangle équilatéral, ils sont en contact, et le quatrième vient se placer dans le creux formé par ces trois-là. De la même manière, ces trois-là sont en contact avec celui-là, c'est-à-dire que celui-là est dans le creux en dessous du triangle formé par ces trois-là. On retrouve la même chose pour celui-là et ces trois-là et ces trois-là, et celui-là avec ces trois-là et ces trois-là. On va maintenant compter le nombre d'atomes dans la maille. On a dit qu'il y en avait 12 qui étaient au sommet des faces hexagonales du haut et du bas. Or, une face hexagonale va être commune, une maille comme ceci, va être commune à 6 atomes, à 6 mailles. On a la maille hexagonale qui est ici avec un angle de 120 degrés. On a donc une deuxième maille hexagonale avec un angle de 120 degrés, une troisième maille hexagonale avec un angle de 120 degrés, ce qui nous fait 360 degrés. Et bien entendu, on a les mêmes mailles au-dessous. Donc 12 fois un sixième. Celle-ci et celle-ci qui sont au centre d'une face sont donc communs à 2 mailles, ce qui nous fait 2 fois un demi. Et puis on a ces trois qui sont à mi-hauteur entièrement dans la maille, ce qui revient à dire que ça nous fait un total de 6 atomes par maille. La coordinance, eh bien on va retrouver une coordinance de 12 comme précédemment. En effet, si on considère cet atome, on a ces 6 qui sont en contact avec lui, ces 3 également, et puis pour trouver les autres, eh bien il faut regarder la maille du bas, et à la verticale de celui-là, de celui-là et de celui-là, on va en trouver 3 qui vont donc compléter 6 à la même hauteur, 3 au-dessus, 3 au-dessous, cela nous fait bien une coordinance de 12. On va par ailleurs noter, retenir ce que je vous ai déjà dit précédemment, c'est qu'un hexagone donc de côté A est formé de 6 triangles équilatéraux qui ont eux-mêmes un côté égal à A, et que par ailleurs, puisqu'on a le contact ici ou ici, eh bien on a A égale 2R. Et ici, on portera H la hauteur de l'hexagone. La question posée maintenant, c'est quelle est la relation entre le côté A ici et la hauteur H. Pour cela, eh bien, on va commencer par remarquer que lorsqu'on prend ces trois, ce que je vous avais déjà mentionné au départ en introduction, ces trois forment un triangle équilatéral, on est bien d'accord, mais lorsqu'on va rajouter celui-là, eh bien, il va former un tétraèdre. Tétraèdre, ces trois sont en contact, celui-là vient se placer dans le creux, il forme donc, et il est en contact avec ces trois-là, donc il forme un tétraèdre parfait. Mais par ailleurs, si on reprend ce même bleu et ces trois jaunes, eh bien on va de nouveau former un tétraèdre. Et donc en définitive, on va dire que la hauteur
H, ici, c'est 2 fois la hauteur d'un tétraèdre. On va juste faire une petite remarque parce qu'on le mentionnera encore beaucoup par la suite. Si on prend les 3 verts et le bleu, on pourra parler d'un tétraèdre pointant en haut, puisqu'en fait on a un triangle équilatéral et le quatrième qui est au-dessus, alors que lorsqu'on va prendre les 3 jaunes et le bleu, on parlera d'un tétraèdre point en bas, puisque les 3 qui forment le triangle équilatéral sont au-dessus de celui qui forme la pointe, entre guillemets, c'est-à-dire le quatrième atome. La question maintenant qui est posée, c'est quelle est la hauteur H' d'un tétraèdre dont le côté vaut A, et j'ai mis entre parenthèses que ce A était égal à 2R, comme on a déjà eu l'occasion de le dire. Et bien pour calculer cette relation-là, on va faire tout simplement, on va considérer que la hauteur du tétraèdre, ça va être le centre, la longueur du segment qui va joindre le centre du quatrième atome avec le barycentre des 3 qui forment le triangle équilatéral. Donc on va commencer par chercher le barycentre du triangle équilatéral. On a ici un triangle dont les côtés valent 2R, 2R et 2R, et ça c'est la hauteur. On sait que, donc il s'agit d'un triangle équilatéral, on sait que dans un triangle équilatéral, la hauteur est en même temps bisectrice, ce qui revient à dire que ceci fait R. On a donc un triangle rectangle, ceci vaut L, ceci vaut 2R, ceci vaut R, et on sait que le carré de l'hypoténuse dans un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, A au carré, c'est-à-dire 2R entre parenthèses au carré, c'est-à-dire 4R2, égale R2 plus L2. En réarrangeant un petit peu, ça nous fait L2 égale 3R2, ou encore L égale R racine de 3. Ce que l'on va également dire, c'est que maintenant, on va considérer que ces deux-là, leur barycentre est ici. Et puis on va chercher le barycentre global en disant, ce point a un coefficient 1, ce point, puisqu'il représente ces deux-là, a un coefficient 2, et donc le barycentre va être ici, sur cet axe, mais 2 fois plus près de ce point que de ce point. C'est-à-dire qu'il va être quelque part par là, mais on va dire que ça, c'est 2 fois plus grand que ça. Donc on peut dire que cette distance-là, que je vais appeler D, va être égale aux 2 tiers de L. D égale 2 tiers de L, avec L égale R racine 3, ça nous fait 2 tiers de R racine de 3. Maintenant, on va construire un triangle rectangle de nouveau, dans lequel on va porter D. On va porter la hauteur qui nous permet, puisque le quatrième atome est centré à la verticale de ceci, et donc cette hauteur, ce sera H. Bien d'accord, voilà D. Ça, c'est un côté du tétraèdre, c'est A qui vaut toujours 2R, et ça c'est H'. On va donc de nouveau pouvoir dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc 4R carré égale D au carré plus H' carré. D, on a dit que c'était 2 tiers de R racine de 3, donc ça je l'ai élevé au carré, donc plus H' carré, ce qui nous amène donc à H'. Donc ici vous voyez que pour passer de cette relation à celle-là, j'ai écrit que 4R2 c'était 12 tiers de R2, 12 tiers de R2 moins 4 tiers, ça nous fait 8 tiers de R2, donc H' égale 2R racine de 2 tiers, et comme A égale 2R, je peux dire aussi que H' égale A racine de 2 tiers. Et donc la hauteur du tétraèdre, la hauteur maintenant de la maille hexagonale, c'est 2H', c'est égal à 2A racine de 2 tiers, ou encore 4R racine de 2 tiers. On a ainsi la relation entre H et A, et entre H et R. On va maintenant calculer la compacité de la structure hexagonale compacte. Pour cela, on va commencer par indiquer qu'un hexagone de côté 2R, c'est constitué de 6 triangles équilatéraux de côté 2R, comme on l'a vu auparavant, et je ne sais pas calculer la surface d'un hexagone, donc je vais commencer par calculer la surface d'un triangle équilatéral de côté 2R, et je multiplierai cette valeur par 6 pour avoir la surface de l'hexagone. J'ai donc ici R, on l'a vu tout ça, on a vu exactement ce schéma. La surface de ce triangle, c'est R
que multiplie L. Comme L égale R racine de 3, ça nous fait surface du triangle égale R carré racine de 3. Et donc la surface de l'hexagone, c'est 6 fois ça, c'est-à-dire 6 R carré racine de 3. On a vu également, donc maintenant, le volume de la maille. Pour avoir le volume de la maille, je vais dire que c'est la surface de l'hexagone multipliée par la hauteur. Comme ceci. La hauteur, c'est donc 4R racine de 2 tiers. Surface de l'hexagone 6R carré racine de 3, ce qui nous fait 24R3 racine de 2. Par ailleurs, le volume occupé, on a dit qu'il y avait 6 atomes dans une maille hexagonale compacte, ce qui revient à dire que le volume occupé, c'est 6 fois 4 tiers de pi R3, 4 tiers de pi R3 étant, je vous le rappelle, le volume d'une sphère de rayon R, c'est-à-dire le volume de chaque atome. Et donc la compacité, eh bien, on va faire 24 tiers de pi R3 divisé par 24 R3 racine de 2. Cela va nous faire pi racine de 2 sur 6, c'est-à-dire 0,74. Ce que l'on retient surtout, c'est que la compacité de la maille hexagonale compacte est exactement la même que la compacité de la maille cubique à face centrée. Maille cubique à phase centrée, on avait indiqué que sa compacité était pi racine de 2 sur 6. Vous pourrez aller vérifier sur le diaporama précédent. On va maintenant chercher les sites tétraédriques dans l'hexagonal compact. Et pour cela, eh bien, on va s'intéresser à la partie haute de la maille hexagonale, puisqu'aussi bien on voit facilement que la partie haute et la partie basse sont symétriques. Donc ce que l'on aura observé sur la partie haute suffira de multiplier par 2 pour avoir la totalité sur la maille complète. Donc si on prend les 4 atomes marqués en jaune, 1, 2, 3 et 4, on les a déjà mentionnés, ils forment un tétraèdre pointe en bas. Les 4 marqués en vert forment aussi un tétraèdre pointe en bas. Et les 4 marqués en bleu forment également un tétraèdre pointe en bas. Mais en revanche, les 4 marqués en gris, 1, 2, 3, le quatrième au-dessus, forment un tétraèdre pointe en haut. Donc, on a ici, entièrement dans la maille, 3 tétraèdres pointe en bas, un tétraèdre pointe en haut. Pardon, pas dans la maille, mais dans la hauteur, dans la partie haute de la maille, dans la moitié haute de la maille, 3 tétraèdres pointe en bas, un tétraèdre pointe en haut. Et ensuite, eh bien, ce que je vous dis, c'est que si je considère cet atome, si je considère celui-là, un qui va être sur la maille qui est ici et un qui va être sur la maille qui est ici, ça va nous faire un tétraèdre pointe en haut. Ce tétraèdre pointe en haut sera partagé entre 3 mailles. Mais je vous ai pris celui-là, si j'avais pris celui-là, j'aurais observé la même chose, et pour celui-là la même chose, en fait, pour chacun des 6 sommets, j'aurais observé la même chose, c'est-à-dire qu'il participe à un tétraèdre pointe en haut, mais pour un tiers dans la maille qui nous intéresse. On a donc 6 fois un tiers, en plus des 4 que l'on avait déjà indiqués. 1, 2, 3, 4, déjà indiqués. 6 fois un tiers, ça nous en fait 2, ce qui nous fait donc un total de 6 tétraèdres, 4 sites pleins, 6 fois un tiers de sites, ça nous fait 6 sites tétraédriques sur la mi-hauteur, c'est-à-dire un total de 12 sites tétraédriques dans la maille hexagonale. Juste une petite remarque au passage, comme c'est symétrique, comme la partie haute et la partie basse sont parfaitement symétriques, les 3 qui sont ici forment un tétraèdre pointe en bas, les 3 qu'on va occuper les 4 qu'on va voir en position symétrique, c'est-à-dire ces 3-là et celui-là, vont former un tétraèdre pointe en haut. De la même manière, les 3 qui en gris comme ceci former un tétraèdre pointe en haut avec celui-là, et ces 3 avec celui-là vont former un tétraèdre pointe en bas. On va maintenant voir du dessus pour avoir une autre vision des sites tétraédriques. Je vais donc poser que ceci, c'est le niveau 0, 1, cette couleur, et le niveau 1,5 pour le bleu, comme ceci. Je vais placer 3 mailles. Je vais placer donc le niveau 0,1, puis je vais placer le niveau 1,5. Ici, vous voyez que si on prend le niveau 1 et les 3 niveaux 1,5, j'ai un tétraèdre pointe en haut. Si je prends le niveau 0
et les mêmes 3, j'ai un tétraèdre point en bas. Celui-là est entièrement dans la maille. Maintenant, si je prends celui-ci, alors cette fois-ci, je vais donc prendre le niveau 1,5 et je vais prendre le niveau 0 pour ces trois-là. À ce moment-là, c'est un tétraèdre point en haut. Si je prends le niveau 1,5, toujours un niveau 1,5, mais que pour cela je les prends niveau 1, bien ça me fait un tétraèdre point en bas. Le rouge est point en haut, le mauve est point en bas. Ici maintenant, si je prends celui-ci, vous voyez que si je prends donc niveau 1,5 et niveau 1, ça me fait un tétraèdre point en haut, mais pour le fabriquer, vous voyez que je dois utiliser des atomes de cette maille, de celle-ci et de celle-ci. Et donc c'est bien un tiers de site tétraédrique dans chacune de ces trois mailles. On est bien d'accord, donc voilà ce que je voulais vous montrer pour faire apparaître le fait que les sites tétraédriques étaient partagés entre trois mailles lorsqu'ils étaient sur l'arête. On va reprendre ceci en plaçant donc ici ce sont les niveaux 0 et 1 et les bleus foncés c'est le niveau 1,5. Eh bien on a, vous voyez encore une fois, ceci qui va être point en haut entièrement dans la maille, ceci qui va être point en haut éventuellement, mais aussi entièrement dans la maille. Mais cette fois-ci partagé entre trois mailles. Le rouge est entièrement dans la maille, le vert est partagé entre les trois mailles. On va maintenant passer aux sites octaédriques. Alors il faut bien convenir que les sites octaédriques sont sensiblement plus compliqués, surtout lorsqu'on va considérer la maille dans sa représentation de cette forme-là, modèle éclaté avec perspective, représentation en perspective comme ça. En réalité, là, on n'a aucun site octaédrique entièrement dans la maille. Pour avoir un site octaédrique dans la maille, on va être obligé de rajouter un atome qui appartient à la maille d'à côté. Cet atome, je vais le mettre en vert, même si en fait il est strictement identique aux autres, mais c'est pour indiquer qu'il n'est pas dans la maille et que donc on va le voir apparaître comme ceci. Alors, en fait, vous voyez, ça ne va pas être très compliqué. J'ai ce triangle équilatéral à mi-hauteur qui ne portait pas d'atome. Donc, je vais imaginer que dans la maille d'à côté, ici, j'ai un triangle équilatéral, toujours à mi-hauteur, et qui lui va porter un atome. Eh bien, cet atome et celui-là forment un axe qui est perpendiculaire au carré formé par ces quatre-là. Ces quatre-là forment un carré, donc celui-là et celui-là forment un segment perpendiculaire. Ces quatre se touchent, lui touche ces quatre, lui touche ces quatre. On a donc un tétraèdre, un octaèdre, pardon, totalement, absolument parfait. Le problème de cet octaèdre, c'est que, effectivement, il fait appel à un atome extérieur. Mais, ce que l'on peut dire, c'est que, effectivement, pour fabriquer, lorsqu'on a introduit celui-là, on constate que ces deux et ces deux forment un carré, le même carré équivalent, et que celui-là et celui-là sont perpendiculaires au plan de ce carré. On a donc, grâce à ce vert, un octaèdre vers le haut, comme ceci, et un octaèdre vers le bas. Ceci étant dit, ce que l'on peut remarquer, c'est que sur cette face, eh bien, on n'a pas la possibilité de rajouter un vert, puisque ici, la place est prise, le triangle qui est là ne pourra pas comporter d'atomes. Et donc, sur cette face-là, on aura 0 site octaédrique, sauf que celui-là va jouer pour la maille qui est en avant ici, le même rôle que le vert a joué pour cette maille-là. Et donc, on va dire que ici, grâce à ce vert, on a fabriqué 2 sites octaédriques dans cette maille, et que grâce à ce rouge, on va fabriquer 2 sites octaédriques dans la maille d'à côté. Et donc, cela veut dire que lorsqu'on prend
deux faces verticales consécutives, eh bien on a deux sites octaédriques en morceaux, mais les morceaux qui manquent d'un côté sont rajoutés de l'autre côté. Et donc deux faces verticales consécutives. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces verticales, donc on aura 3 fois 2 sites octaédriques, ce qui nous fait un total de 6 sites octaédriques dans la maille hexagonale compacte. On va reprendre la vision par-dessus pour avoir les mailles, les sites octaédriques comme ceci. Ceci et ceci, on retrouve le niveau 0 et 1 pour eux, 1,5 pour eux. Ici, on a un site octaédrique. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que j'ai mis la couleur verte. C'est celui-là qui est donc dans la maille d'à côté, permet, comme on l'a vu tout à l'heure représenté en vert, de faire un site octaédrique dans cette maille. Ce que je voulais également vous faire apparaître, c'est que pour repérer du dessus un site octaédrique, vous voyez, on prend un triangle comme ceci, triangle pointe en haut, si vous voulez, et un triangle comme ceci, pointe en bas, ça nous fait un site octaédrique. Eh bien, on peut chercher un autre endroit où on a ce genre de choses. Et si on regarde ici, ce segment représente une face verticale, on est bien d'accord. Eh bien là, vous voyez que vous avez un triangle pointe en haut, et là, vous avez un triangle pointe en bas. C'est-à-dire qu'on va avoir un site octaédrique presque entièrement à l'intérieur de cette maille, mais qui utilise 7 atomes pour faire le site octaédrique, comme cette maille empruntait un atome pour faire un site octaédrique ici. Donc on est bien d'accord qu'on retrouve entre ces deux faces verticales un site octaédrique en partie haute, un site octaédrique en partie basse en empruntant celui-là. Et ici, celui-là va être prêté à cette maille pour lui permettre de faire deux sites octaédriques, un sur la partie haute, un sur la partie basse. Voilà, on voit bien effectivement cette utilisation comme ceci. Ce que je vous ai dit, que je vous répète en l'écrivant, la maille bleue emprunte un atome à la maille rouge pour faire en réalité deux sites octaédriques, un en haut et un en bas, et en même temps, cette maille bleue prête un atome à la maille verte pour lui permettre de compléter deux sites et non pas un. On va terminer en faisant une constatation sur les analogies et les différences entre le CFC et entre le cubique centré et l'hexagonal compact. On se rappelle que ce sont les mêmes couches qui constituent le CFC et l'hexagonal compact, sauf que dans l'hexagonal compact, ces couches se reproduisent 1, 2, 1, 2, 1, 2, et que dans le CFC, les couches se reproduisent 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme on l'a vu en introduction des structures compactes. On va commencer par le nombre d'atomes par maille. On a vu que c'était 4 pour le CFC et 6 pour l'hexagonal compact. La coordinance est la même, 12 pour chacun. La compacité, elle vaut pi racine 2 sur 6 pour les deux. Le nombre de sites, eh bien, c'est 4 sites octaédriques et 8 sites tétraédriques pour le CFC, et c'est 6 sites octaédriques et 12 sites tétraédriques pour l'hexagonal compact. Ce qui revient à dire que lorsqu'on regarde une maille complète, on a le même nombre de sites octaédriques que d'atomes, 4 atomes dans le CFC, 4 sites octaédriques, 6 atomes pour l'hexagonal compact, 6 sites octaédriques, et que l'on a 2 fois plus de sites tétraédriques que d'atomes, c'était 4 atomes et 8 sites tétraédriques pour le CFC, 6 atomes et 12 sites tétraédriques pour le HC. On va maintenant passer à un aspect dérivé en quelque sorte de cette structure des métaux. On va voir des mélanges. En réalité, on va en voir deux. D'un côté, on verra les alliages et ensuite on verra les composés d'insertion. Alors, qu'est-ce qu'on appelle alliage? Eh bien, ce sont des mélanges homogènes de métaux. Pour obtenir ces mélanges homogènes, qu'on appellera donc alliage, bien, il faudra remplir certaines conditions. On pourra mélanger deux métaux et obtenir une structure homogène si les rayons de ces deux métaux sont voisins. Il faut qu'il y ait en gros un maximum de 10% d'écart entre les rayons. D'autre part, il faut que
les deux métaux, lorsqu'ils sont purs, cristallisent dans le même système. Par exemple, que les deux métaux cristallisent en CFC, ou que les deux métaux cristallisent en cubique centré. Tout autre exemple convient également. On dit d'une manière générale qu'il faut qu'ils aient des propriétés chimiques voisines. En réalité ici, ce que je vous propose de retenir, c'est que globalement les alliages sont faits entre métaux qui appartiennent au même bloc. Par exemple, les métaux dont la structure électronique est en DX, c'est-à-dire qui appartiennent au bloc D, pourront former des alliages. Les métaux du bloc S, c'est-à-dire les métaux dont la structure électronique externe est un SE1 ou un NSE1 ou NS2 pourront former des alliages, et de la même manière les métaux dans le bloc P pourront former des alliages. On va alors obtenir des alliages de substitution, c'est-à-dire que ici j'ai pris des atomes bleus et des atomes rouges. L'un des métaux est bleu, l'autre métal est rouge. Bien entendu, ce n'est pas la couleur de l'aspect extérieur de ces métaux, mais c'est pour les différencier. Et bien dans ce cas-là, en réalité, ce qu'il se passe, c'est que lorsqu'on va, pour fabriquer cet alliage, on va faire fondre les deux métaux purs, ils vont recristalliser et donc se resolidifier, et les atomes vont se répartir de façon totalement aléatoire. Ici, l'hypothèse qui est faite, c'est que les deux métaux cristallisés en cubique face centrée, et donc on retrouve les positions du cubique face centré occupées par les atomes rouges ou bleus. Si une de ces conditions n'est pas remplie, particulièrement les deux premières, si elles ne sont pas remplies, on va se retrouver avec des systèmes qui constituent ce qu'on appelle des phases intermédiaires, qui sont très complexes et qui intéressent plus des gens qui sont en train de se spécialiser dans la métallurgie que réellement des chimistes généralistes comme on est en train de le devenir. On va terminer avec les composés d'insertion. Alors dans les composés d'insertion, on a un métal a priori pur, mais ce métal va donc cristalliser dans un type quelconque, CFC, CC, cubique simple, quel qu'il soit, et donc il va présenter des espaces vides, dont on avait dit que ça peut s'appeler des sites. Et bien dans ces sites, on va pouvoir placer des atomes très petits. Ces atomes très petits vont pouvoir se comporter de deux façons. Soit, lorsqu'on les intègre, ils sont bien stables à l'intérieur de la structure et ils n'en bougent pas. Et à ce moment-là, l'intégration de ces petits atomes va avoir pour effet d'augmenter la compacité du métal et globalement, la plupart du temps, d'en améliorer la dureté, en augmenter la dureté. Par exemple, le carbone est intégré dans des structures de fer pour fabriquer de l'acier. Mais on a aussi la possibilité de faire des composés, de vrais composés chimiques. En particulier, je vous prends un exemple pour illustrer cela, les molécules de dihydrogène sont pas très grosses, mais pas non plus très très petites. Si on met de l'hydrogène sous très forte pression en contact avec un métal tel que par exemple le palladium, eh bien les molécules d'hydrogène ne peuvent pas entrer dans les sites. Les molécules de dihydrogène, les molécules de H2, sont trop grosses pour entrer dans les sites du palladium. En revanche, si on met une très forte pression, eh bien cela revient à dire qu'on va rentrer de force ces molécules de dihydrogène. Comme elles ne peuvent pas rentrer de cette façon-là, elles vont se casser et produire des atomes d'hydrogène. Ce sont donc les atomes d'hydrogène qui vont être intégrés à la structure de palladium, et lorsqu'on va enlever la surpression, eh bien ces atomes d'hydrogène vont chercher à ressortir et seront utilisés dans certaines réactions chimiques intéressantes. En particulier, vous aurez l'occasion en deuxième année, et plus tard aussi, bien entendu, en chimie organique, de voir les réactions dites d'hydrogénation catalytique des doubles ou des triples liaisons.